Salut à tous, je suis Kaiwai et vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. Dragon Ball Super, trop de fanservice, tue-t-il le fanservice? Derrière ce titre volontairement provocateur se cache une réalité. Dragon Ball Super est criblé de fanservice pour le meilleur et pour le pire. Si les trois premiers arcs se contentent de quelques clins d'œil et références au passé, les choses s'accélèrent une fois que l'arc Trunk du futur débute. La tendance perdure lors du tournoi du pouvoir, jusqu'à l'apogée du fanservice, qu'est le film Dragon Ball Super Broly. Le mot fanservice n'est pas forcément péjoratif, bien qu'il soit quelque peu tabou pour une certaine frange de la communauté. En l'occurrence, Dragon Ball Super a un peu été contraint de répondre aux attentes des fans en leur offrant ce qu'ils attendaient et s'assurer ainsi d'accrocher un plus large public, que ce soit au Japon ou en Occident, en manga, en série TV ou au cinéma. Alors avant de se lancer, il faut essayer de s'accorder sur la notion de fanservice. Je pense tout d'abord que le fanservice concerne principalement des œuvres qui ont un vécu, une base de fans solide, ça va de soi, typiquement comme Star Wars ou toutes sortes de mangas ou de séries de jeux vidéo. Ensuite, le fanservice peut revêtir toutes sortes de formes. La plus simple à déceler, c'est les références graphiques, comme un character design qui en rappelle un autre, ou comme Toyotaro nous l'a posé souvent, reprendre une mise en page identique au manga de Toriyama afin de créer une référence facile à repérer pour les fans. En parallèle, vous avez le fanservice narratif, plus ou moins subtil, qui consiste à réutiliser des idées ou carrément des schémas scénaristiques déjà vus par le passé. Mais nous y reviendrons plus tard dans cette vidéo. Tout ça permet de rassurer les fans, de les placer dans un carcan confortable et dans de bonnes conditions pour apprécier cette suite qu'est notamment Dragon Ball Super, et s'assurer que ça cartonne au préalable. À titre de comparaison, Dragon Ball GT, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, était resté relativement raisonnable en termes de fanservice. En 64 épisodes, une seule nouvelle transformation, 2 si vous comptez le Golden Ozaru, des nouvelles Dragon Ball, le retour d'un méchant emblématique en la personne de Super C17, le temps de quelques épisodes rushés, et puis à nouveau un Vegeta maléfique manipulé par Baby. Mais le coup de poker de Dragon Ball GT, ce fut de rajeunir Goku afin de revivre d'une certaine manière les premières heures de gloire du héros. Néanmoins, Dragon Ball GT s'arrêta après 1 an et demi de diffusion, la série n'aura pourtant pas démérité, et elle aura tenté de faire du neuf avec du vieux sans atteindre le succès escompté, signant ainsi quasiment 2 décennies de vaches maigres pour les fans de Dragon Ball. Alors est-ce qu'un certain manque de fanservice justement lui aura été rédhibitoire et est-ce que la leçon de DBGT a été retenue par Dragon Ball Super? Eh bien, vraisemblablement, oui, vous le savez. Vous connaissez déjà probablement bien les nombreux parallèles qu'on peut faire entre Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. La plupart sont flagrants. Mais en vous listant tous ces éléments de fanservice les uns à la suite des autres, je pense que vous avez vraiment réalisé l'ampleur du phénomène bien étudié et bien huilé par Toriyama, la Toei, Toyotaro et de manière globale la Dragon Room. Toute cette mécanique étant mise évidemment en place pour s'assurer un grand succès financier et marketing à grande échelle et sur le long terme évidemment. Alors il faut bien commencer par quelque chose, et le premier véritable gros fanservice assumé de Dragon Ball Super, il date du film DBZ La Résurrection de F, qui est en réalité, comme vous le savez, le 2e arc de Dragon Ball Super. Donc pour ce film, l'idée de Toriyama, ce fut de ressusciter le méchant emblématique de DBZ, le boss numéro 1, ce que lui considère comme étant le boss numéro 1, Freezer. Mais ce fut de courte durée, ça n'a pas été énormément assumé puisque le film ne dure qu'1h30, l'arc ne dure que 9 épisodes, donc c'est très court, ça se limite à je ressuscite le méchant et il a une nouvelle transformation non maîtrisée, boum, il meurt et il repart d'où il était. Voilà, donc c'est bien pour un film, pour une série c'est quand même, pour un arc c'est quand même moins intéressant. L'idée étant quand même bonne, la série ayant continué, vous le savez, Freezer ressuscite une 2e fois, il est réutilisé par Toriyama dans le scénario de l'arc du pouvoir, du tournoi du pouvoir, pardon. Il revient et cette fois il se fait ressusciter définitivement, donc il est encore là à l'heure actuelle. Freezer fait partie de l'avenir de Dragon Ball Super en quelque sorte. Alors ce qui fut perçu comme le 2e gros fanservice de Dragon Ball Super, ce fut le retour de Mirai Trunks, le Trunks du futur,
dont le 4e arc porte d'ailleurs son nom, avec un nouveau design, en quelque sorte de Toriyama, un peu rajeuni. Bon, c'est pas spécialement bien senti, ça aurait pu être un peu plus badass. Le personnage ici a l'air plus jeune, plus maigre, bon, soit, c'est pas le sujet. Eh bien, ce personnage est de retour parce que tout simplement il était relativement adoré et adulé. Eh bien, il fait son retour, c'est du fanservice, ça parle clairement aux vieux de la vieille, et ça peut attirer un public curieux, et d'ailleurs ce fut le cas, et ce fut jusqu'ici considéré comme le meilleur arc d'ailleurs, et Trunks y a une place intéressante avec une évolution de sa relation avec son père. Alors ici je vais évidemment pas faire une analyse du film Dragon Ball Super Broly, mais vous le savez, et c'est assez évident, c'est vraiment la surenchère, le nirvana, le summum du fanservice, parce que au-delà du fait qu'il y a évidemment la canonisation de Broly, qui est vraiment déstabilisante au possible, enfin j'ai vraiment été surpris, je n'y croyais d'ailleurs pas au début, pour finalement être assez content du résultat évidemment, mais au-delà de ça, il y a quand même, le retour de Gogeta et de Bardock. Donc vraiment là, le film en lui-même cristallise tout ce qu'on peut imaginer de fanservice le plus flagrant, pour s'assurer, là c'est vraiment le meilleur exemple, pour s'assurer une rentabilité du film extraordinaire, et ce fut le cas d'ailleurs, donc bon, bien la preuve quand même que le fanservice n'est pas spécialement négatif, en tout cas en termes de portefeuille et de rentrée d'argent pour la Toei. Alors je rebondis sur Bardock, le père de Goku, qui est aussi un personnage extrêmement apprécié et relativement mystérieux. Il a eu droit à son OAV, à son téléfilm à l'époque. Vous le savez, vous l'avez vu, vous l'avez sans doute apprécié comme beaucoup. Malgré tout, ce n'est pas la vision exacte de Toriyama sur ce personnage. Il l'a proposé dans son manga Dragon Ball Minus, son chapitre spécial du manga Jaco, vous le savez également, j'espère, vous l'avez peut-être lu. C'est ce Bardock-là qui est réapparu dans le film. Malheureusement, le personnage apparaît très peu dans le film, on ne voit même pas sa rébellion, ce qui est pour moi grandement problématique. Malgré tout, c'est du fanservice, ça a fait venir du public dans les salles, et en plus de ça, on voit la maman de Goku pour la première fois. Donc voilà, c'est également du fanservice, c'est indéniable. Alors on en arrive bien évidemment à parler du retour forcé de Végéto et Gogeta. Bien Végéto en Super Saiyan Blue face à Zamasu. Bah, on aurait pu l'éviter, hein, mais c'est arrivé, donc voilà, on n'a pas pu passer à côté. Ça n'a pas duré très longtemps, mais il était là pour faire vendre des figurines, pour hyper le public pendant quelques minutes. Ça a fait son effet. Et puis la canonisation de Gogeta, alors, qui est une autre étape, tout aussi fanservice, tout aussi vendeuse de cartes Dragon Ball Heroes et de figurines. Donc voilà, là on est dans une autre logique de création que le manga original de Dragon Ball. On est vraiment dans une logique on impose au public des personnages qui vont faire vendre. Ça fait plaisir à la grande majorité des fans. Ça peut déplaire à d'autres, mais voilà, c'est des personnages inévitables qu'on nous a vraiment resservis à la sauce Super Saiyan Blue. Alors du fanservice plus subtil, mais du fanservice quand même, c'est le retour, encore une fois inattendu, de C17. Ça c'est une décision typique de Toriyama, d'après moi, c'est clairement quelque chose qu'il a fait apparaître lui-même dans son script, sans qu'on lui brûle les doigts de pied et qu'on le force, comme par exemple pour un Végéto ou autre, où je ne suis pas certain que ce soit une idée qui vienne de lui. Enfin bon, ça c'est vraiment mon interprétation. C17 ici, c'est le retour d'un personnage qui était classieux, qu'on avait vu dans le camp des méchants, entre guillemets, et qu'on a pu ici apprécier voir un autre visage du personnage, qui est maintenant père d'ailleurs, tout comme l'évolution de C18. Donc voilà, très intéressant d'avoir fait revenir ce personnage, d'autant que vous le savez, c'est quand même le personnage qui remporte le tournoi du pouvoir, ce qui est assez extraordinaire, et c'est une surprise, donc c'était très bien vu, et c'est ce qui me fait vraiment dire que c'était de A à Z la décision et le script et le scénario de Toriyama. Une surprise d'envergure, et donc voilà, du fanservice tout de même, le retour d'un tel personnage, on aurait pu s'en passer, mais finalement, encore une fois, ça a fait plaisir à pas mal de monde.
Alors là, par contre, c'est une situation totalement opposée. Il s'avère que Toriyama, dans ses scénarios, évince systématiquement, depuis le début de Dragon Ball Super, le personnage de Majin Buu. Ça ne l'intéresse pas. Il ne l'a pas fait participer au tournoi U6 contre U7. Ensuite, il s'endort juste avant le tournoi du pouvoir. Et alors, la situation est très spéciale, puisque la Toei décide malgré tout de l'intégrer ils inventent en fait un fillers, une espèce de pré-tournoi dans lequel nos amis combattent le trio des Danger, les 3 chiens fous. Et comme par magie, Majin Buu fait partie des 3 personnages à participer à ce pré-tournoi. Ensuite, dans les quelques heures qui séparent du tournoi du pouvoir, eh bien, Goku combat et s'entraîne face à Majin Buu qui s'est entraîné, qui est musclé. Voilà, c'est très drôle. On sent vraiment que la Toei et les décisionnaires, les scénaristes se sont dit « Ok, Toriyama ne veut pas intégrer ce personnage, il ne l'intègre pas, et bien nous on va quand même faire plaisir à ceux qui veulent voir, aux fans qui veulent voir ce personnage. » Et donc, du coup, typiquement un fanservice poussé, forcé par la Toei, qui prend tout de même des décisions telles que ce personnage finalement a son petit passage dans l'animé. Évidemment, vous le savez, dans l'arc Moro, ce personnage a un rôle beaucoup plus important, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il va apparaître et il va tabasser Moro, donc bon, je vous spoil pas si vous n'avez pas vu le manga, mais voilà, le personnage aura une grosse importance. Alors, on n'en oublie évidemment pas les fans de la première heure. Je pense que Kame Sennin doit être un personnage que Toriyama apprécie énormément, il l'a fait revenir dans le film Dragon Ball Z, la résurrection de F, automatiquement dans le deuxième arc de Dragon Ball Super. Un personnage qui a d'une certaine manière un gros power-up dans le film Resurrection F, et puis face aux troupes de Freezer, il s'en sort, il arrive à en liquider quelques-uns, et puis carrément dans le tournoi du pouvoir. Toriyama s'est dit, moi c'est ma surprise, je veux que ce personnage apparaisse, et je veux qu'il fasse, qu'il ait une relation, une espèce d'adieu, et un dernier mot envers ses élèves Krillin et Goku. L'idée sur le papier était excellente, dans la forme c'était peut-être moins subtil, mais enfin, soit ce personnage c'est aussi du fanservice. Moi par exemple, c'est mon personnage préféré, et bien, le fait de le revoir, ça me hype à fond, j'ai envie de le voir maintenant dans Dragon Ball FighterZ, j'ai envie de payer, de foutre mon argent sur le bureau de Bandai Namco pour avoir ce personnage en DLC, donc c'est quand même bien la preuve que ce genre de fanservice fonctionne. Un vieux personnage faible qui revient à son plein potentiel et qui peut être réutilisé dans les épisodes. Alors je ne vais pas m'attarder, mais dans la même idée, le fait d'avoir fait revenir Harley pour le 30e anniversaire de l'anime, je ne sais plus, ou du manga, bon bref, c'était pour l'anniversaire, on nous avait sorti un épisode, je crois que c'est le 69 de Dragon Ball Super, où Harley apparaît, touche des petits cacas et surtout tabasse Vegeta. C'était extrêmement drôle, moi j'ai adoré cet épisode. Bon, évidemment, il faut avoir connu et avoir apprécié Dr. Slump pour pleinement kiffer cet épisode, mais voilà, typiquement, encore une fois, un fanservice qui touche encore un autre public, de plus en plus large, comme vous le voyez au fil de cette liste. Et donc on en vient à dire finalement que tous les combattants qui composent la Z-Team sont là dans chaque arc quasiment, que ce soit dans Battle of Gods, dans Resurrection F, puis dans l'Arc du Pouvoir. Tous ces personnages ne sont pas oubliés, je parle même pas de Bulma qui apparaît systématiquement. Voilà, on les voit souvent, ils se font souvent casser la gueule, mais ils sont là, on nous les ressort à toutes les sauces. C'est encore une fois dans un souci de plaire et de n'oublier personne en chemin. Alors dans la même mouvance, dans la même idée qu'on nous a resservi le personnage de Bardock, qu'on nous a introduit la maman de Goku, eh bien on a également eu droit au retour des Saiyans dans le film Broly. C'était une très bonne idée parce que ça faisait longtemps qu'on avait pu parler des Saiyans dans Dragon Ball, et il y avait encore pas mal de choses à dire puisque Toriyama avait un petit peu développé quelques aspects de la civilisation Saiyan dans son manga et dans son chapitre Dragon Ball Minus. Donc c'était une bonne chose de le faire, même si ce fut court, ça a été un plaisir intense. Et de la même manière, l'arc Moro nous resserre les Namek. Alors je dis pas que les Namek c'est le fanservice ultime, mais ça reste des choses qu'on connaît, des choses qui nous rassurent et des choses finalement qu'on a envie un peu de revoir pour se sentir à l'aise. Et donc on nous a remis dans ce contexte dans le dernier arc, ça fonctionne bien jusqu'ici. On s'est attaché finalement aux Namek
Et donc c'est voilà, c'est une sorte de fanservice de faire réapparaître ces personnages bien connus. Pareil, hein, la Z-Team, les Saiyans, les Namek, et puis bah, tous les dieux possibles imaginables qu'on connaissait, on y a droit à nouveau, les Kaioshin et autres, des nouveaux Kaioshin, bon ça vous connaissez, mais également le Dai Kaioshin dans le dernier arc, l'arc de Moro, encore une fois, se resservir des personnages connus pour réécrire un scénario, voilà, c'est une bonne idée, et j'estime encore une fois que c'est une sorte de fanservice, puisque ça parle de toute façon aux vieux de la vieille, pour les rassurer sur la suite de l'histoire. Alors évidemment, l'animé et le manga ne se sont pas privés de nous faire un petit clin d'œil, et même plus, envers Oob, qui est un personnage que peut-être certains attendent, beaucoup même, ou pas, enfin c'est un peu un secret de Polichinelle, ce personnage, puisque ça marque vraiment la fin de Dragon Ball. Est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va le dépasser, c'est un peu, voilà. Mais sur sa pré, il a été mentionné, puisque bon, vous savez que Oob, ça se passe après Dragon Ball Super, après en tout cas les événements actuels. Sur sa pré, Dende en parle à Goku, dans les deux médias, et on le voit même dans le manga de Toyotaro, eh bien on voit Oob plus jeune. Donc voilà, ça c'est un teasing de fanservice si vous voulez. Est-ce qu'on y aura droit plus tard ou pas, ça on verra. Alors il n'y a pas que les personnages bien connus qui font leur retour, il y a également des techniques ancestrales de Dragon Ball dont on pourrait se passer, parce que finalement ce qu'on veut c'est peut-être de la nouveauté, mais non, on nous resserre évidemment, par exemple le Genki Dama dans l'arc du pouvoir. Bon, il n'était pas spécialement justifié, il n'était pas spécialement subtil dans le scénario, et pourtant, c'est ce qui déclenche d'une certaine manière les prémices de l'Ultra Instinct chez Goku. Bon, c'est comme ça que ça a été scénarisé par la Toei dans l'anime, c'est différent dans le manga. Donc pour moi, ce sont des retours un peu forcés de la même manière. Le Kaioken est une invention de l'anime, à mon avis, une idée de Yamamuro et de sa team. Voilà, on mixe la transformation actuelle, c'est-à-dire le Super Saiyan Blue, avec le Kaioken. Qu'est-ce que ça va donner? C'est super. Bon, c'était impressionnant, c'était une bonne idée. Dans le manga, Toyotaro invente une autre transformation, une espèce de full power chez le Super Saiyan Blue. Voilà, c'est un choix, c'est surtout, encore une fois, pour moi, le Kaioken et le Genki Dama du fanservice pour faire revenir des techniques bien connues. Alors, sujet épineux maintenant, le Super Saiyan 4. Littéralement, il n'est pas canon, puisqu'il apparaît dans Dragon Ball GT, vous le savez. Il est pourtant suggéré vaguement dans le film Broly, au moment où Broly perd pied, son père dit effectivement qu'il a appris à maîtriser son pouvoir de singe en gardant sa forme humaine. Bon, typiquement, c'est la définition du Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT. Il a d'ailleurs les pupilles qui deviennent jaunes, exactement comme Goku Super Saiyan 4. Donc voilà, c'est plus qu'un clin d'œil, c'est une transformation qui n'est pas appelée comme ça, mais qui est exactement le même concept. Alors est-ce que la transformation sera... Parce que le fanservice en fait sera poussé plus loin, parce que là finalement il est assez discret, le fanservice, il n'est pas totalement assumé. On ne nous dit pas, voilà, on va vendre une figurine de Broly Canon Super Saiyan 4. On ne peut pas le dire puisque c'est pas comme ça que c'est mentionné. Alors est-ce qu'ils vont vouloir aller plus loin? Ils pourraient très certainement le faire, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, en tout cas, c'est dit, c'est fait, c'est canonisé. Alors même concept, vous vous rappelez de Super Vegeta? Super Vegeta c'était quoi? C'était le Super Saiyan Dai Ni Dankai ou Dai San Dankai, c'était bien une évolution du stade de Super Saiyan où Trunks et son père gonflaient leurs muscles, devenaient un peu fous, et finalement ça ne servait pas à grand chose, mais sur sa pré, on n'avait plus vu ce type de transformation depuis longtemps, puisqu'en général Toriyama il préfère amaigrir ses personnages pour les rendre plus puissants. Ici c'était l'inverse, l'anime aime bien de rendre les personnages un peu plus sauvages. Avec cette transformation, le Super Saiyan Blue Evolution à la fin du tournoi du pouvoir, eh bien, Vegeta a une sorte effectivement d'utilisation du Super Saiyan Dai Ni Dankai en version Super Saiyan Blue. Ça le rapproche également clairement de l'Ultra Instinct. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Eh bien, c'est sa pupille qui a été clairement dessinée pour se rapprocher des yeux de l'Ultra Instinct. Donc voilà, c'est un peu un mix de tout et de rien, on va dire. Pour moi, clairement, du fanservice, hein, juste pour avoir une nouvelle apparence,
pour Vegeta, pour qu'il soit pas en reste par rapport à Goku dans cet arc de Dragon Ball Super. Alors le fanservice ultime dans Dragon Ball, finalement, c'est quoi? Eh bien, ce sont les transformations. C'est une règle maintenant, on n'y échappe plus. Une transformation par film, une transformation par minimum, par arc. Ça fait vraiment une surabondance de transformations, Saiyan principalement, hein, je vais compter que les Saiyans, mais on a l'Ultra Instinct, les signes d'Ultra Instinct, le Blue, le Kaioken, le Super Saiyan God, le Super Saiyan Blue Evolution. On a une espèce d'ersatz de Super Saiyan 4 chez Broly, on a un faux Broly en la personne de Kale, on a le Super Saiyan rosé, qui a une autre couleur simplement pour le fun. On a également Trunks qui a une transformation Ikari venue de nulle part. Donc voilà, c'est vraiment... Et encore, je parle pas de ce que Toyotaro a plus ou moins inventé. Donc voilà, c'est maintenant comme ça. On fait vendre un arc ou un film parce qu'on lui a intégré une évolution des personnages. C'est fatigant, mais c'est comme ça, c'est du fanservice. Si vous faites un film maintenant en fin d'année de Dragon Ball, et qu'on reste sur ce qu'on a connu, et qu'on n'a aucune transformation, eh bien, comment vendre le film, comment marketer le film, comment exciter les foules? C'est difficile, à part les fusions, voilà, c'est ce qui marche, c'est ce qui excite, je vais dire, au préalable, les fans avant la sortie d'un nouveau média. Alors voilà des schémas connus, scénaristiques, eh bien c'est ce qui rassure les fans, et il faut du Dragon Ball, il faut des dragons dans Dragon Ball, c'est normal. En l'occurrence, Toriyama est allé encore plus loin avec un nouveau dragon, des Super Dragon Ball qui ont la taille d'une planète, c'est vraiment l'illustration de la surenchère, ici typiquement. Sur sa presse c'est intéressant parce que on nous introduit quand même un créateur des Dragon Ball à l'origine, donc on va chaque fois un peu plus loin, c'est pas si étonnant. Et de la même manière, on a le retour des tournois, c'est vraiment, encore une fois, typique de Dragon Ball. Entre chaque arc, j'exagère, tous les 2 arcs, enfin bon, il n'y a pas de règle, mais on a systématiquement un scénario qui respire avec un tournoi, histoire que les personnages se retapent sur la tronche, on réégalise les forces, voilà, on remet une hiérarchie dans les forces des personnages et on repart sur un nouvel arc. C'est logique, hein, il n'y a pas de problème, en tout cas, Dragon Ball Super, aussi court puisse-t-il être, a déjà vu 2 tournois dans ces 5 arcs. Alors, le fanservice peut-être le plus flagrant de Dragon Ball Super, et pourtant celui qui subrepticement nous est peut-être passé sous le nez, eh bien, c'est l'histoire et l'évolution de Vegeta. Vegeta, c'est sans doute, après Goku, le personnage le plus apprécié des fans. Eh bien, il a pris une place énorme petit à petit dans Dragon Ball Super, au point d'être, pour l'instant, un peu le héros de l'arc Moro, hein, sans vraiment le vouloir. Donc voilà, son évolution a été impressionnante, et c'est un personnage qui a été bien écrit, peut-être plus que Goku, sur la longueur de Dragon Ball Super. Hein. D'ailleurs, Goku est pas mal critiqué, voilà, Toyotaro n'arrive pas bien à maîtriser le personnage, il a fait un peu n'importe quoi également. Il était un peu insipide également dans l'animé. C'est un débat, hein, je rentre pas dedans. Ce que moi je veux dire, c'est que Vegeta, c'est un personnage qui était apprécié à l'époque de Dragon Ball Z. Ici, on a vraiment tiré sur la corde, dans le bon sens du terme, d'après moi. On a vraiment forcé la place grandissante de ce personnage, au point d'être un équivalent de Goku dans Dragon Ball Super. Alors on va terminer avec Gohan, Sangohan, qui est typiquement un cas d'école. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sangohan? La vision de Toriyama du personnage de Sangohan, c'est quoi? C'est un enfant qui n'a jamais apprécié de se battre, mais qui a été forcé de le faire avec son potentiel extraordinaire. Ça est devenu un personnage mythique, non seulement face à Cell, mais ensuite face à Boo, avec son Ultimate Gohan, hein, son pouvoir latent. Plus besoin de se transformer, il est à son maximum à la fin de l'arc Boo. Et quelle est l'idée de Toriyama? Eh bien, c'est d'en faire un père de famille qui oublie de s'entraîner, se penche sur sa famille, se focalise sur ses études et son boulot, car c'est un savant, hein, un intellectuel, et en oublie le combat. C'est très bien, il perd littéralement son pouvoir d'Ultimate Gohan,
Et on le voit très bien dans le film Dragon Ball Resurrection F, où il est en training, il n'a même plus sa tenue de combat. Voilà, c'était vraiment totalement assumé de Toriyama. Pour lui, c'était une blague. C'est comme ça qu'il fait évoluer ses personnages. Il prend des personnages badass et il les tourne un peu au ridicule. Enfin, en tout cas, il les fait évoluer différemment. C'était une très bonne idée. Sauf que ça n'a pas plu du tout aux fans de Gohan. Alors il faut savoir que Gohan, c'est un personnage spécial, c'est que au Japon, il est apprécié face à Cell, mais après ça, c'est plus un personnage qui est forcément le summum du fanservice. C'est pas un personnage que les gens attendent au tournant au Japon, en tout cas, d'après ce que je sais. C'est beaucoup plus le cas chez nous, en Occident, où le personnage a vraiment une aura. Du coup, ça, c'est la preuve que la Toei, et non pas Toriyama, qui s'en fout complètement de ce qu'on pense, mais la Toei et la Dragon Room s'est effectivement intéressé à ce que les gens demandaient et voulaient, et ils ont réécrit et transformé l'histoire de Sangohan sans assumer en fait ce que voulait l'auteur original. Alors du coup, là, je vous parle vraiment de fanservice à 100% dans le sens où on modifie vraiment ce qui aurait dû se passer pour assouvir les fantasmes et les envies, les desiderata des fans. Et donc Gohan, même s'il n'a pas brillé extraordinairement d'après moi, est revenu à retrouver, en fait, s'est entraîné 7 minutes et demie avant le tournoi du pouvoir. Bon, certains disent qu'effectivement il s'entraînait déjà avec Piccolo un petit peu avant, pendant l'arc de Trunks, du retour de Trunks. C'est peut-être le cas, mais enfin en tout cas, ça n'est pas logique, en tout cas par rapport à la vision qu'en a Toriyama. Ça, vous l'admettrez. Après, il y avait de la demande, et donc du coup, Gohan est revenu avec sa tenue de combat et à 100% de son potentiel. Et ça va repartir, donc je veux dire, ça va redisparaître, puisque on le sait à la fin de Dragon Ball, Gohan a des lunettes, il est en petit pull, et il n'en a plus rien à foutre de combattre. Et c'est très bien, c'est comme ça que doit tourner le personnage. Il faut le laisser vivre sa vie, parce que c'est comme ça que ça doit être. Point à la ligne. Maintenant, voilà, c'est une preuve que le fanservice, on peut vraiment entendre les fans, et dans Dragon Ball Super, aller vers des illogismes, entre guillemets, parce que c'en est un, et transformer le scénario pour que les fans soient contents. Ça n'empêche pas que des figurines de Gohan adulte, on n'en a pratiquement pas. Il y en a une qui est apparue cette semaine, mais voilà, il n'en profite pas plus que ça, mais c'est comme ça, c'est du fanservice, ça n'empêche. Alors on en arrive au dernier point de cette liste qui n'en finit pas, je citerai Toriyama. Toriyama, pourquoi ? Parce que c'est typiquement fanservice de le citer à toutes les sauces à chaque fois qu'un nouveau produit de Dragon Ball Super sort. Le script de Toriyama, les designs de Toriyama, les designs qui sont quand même souvent, ou parfois en tout cas, un peu faiblards, un petit peu feignants par rapport à ce que Toriyama sait faire. Le script, c'est difficile à dire, on n'a jamais vu ce script, on les a jamais vus, donc on ne peut qu'imaginer ce qu'il écrit réellement. Pour les films, on nous dit effectivement que il écrit les dialogues en entier, donc ça, c'est assez précis. Bon, par contre, typiquement, le tournoi du pouvoir, pour moi, il n'a quasiment rien écrit. On repère certaines choses, des touches d'humour, des idées, etc., qui me semblent être typiques de Toriyama, mais c'est vraiment l'exemple type de on applique son nom, on appose son nom sur l'arc, mais en fait, il n'a pas fait grand-chose dans cet arc. Bref, Toriyama, c'est du fanservice, parce que ça fait vendre, évidemment, de dire dans le V-Jump que Toriyama a participé à telle ou telle chose, qu'il a une petite interview à gauche, à droite. Voilà, moi je suis un énorme fan du maître, mais sur sa prêt, on sent bien que c'est une manière de vendre également tous les produits estampillés Dragon Ball Super, et même tous les produits de manière globale Dragon Ball, de faire revenir les bonnes paroles, les dessins et les character design de Toriyama. Et pourvu que ça dure, je ne voudrais pas de Dragon Ball sans son nom appliqué dessus. Ouf, alors on change un peu de sujet, on reste quand même dans le fanservice, évidemment c'est le sujet de cette vidéo, je vous lâcherai pas de sitôt. Il y a eu quand même, il y a du fanservice qui est moins subtil que tout ce que je viens de vous dire. C'est au niveau vraiment du design des personnages, character design des personnages, c'est d'aller vraiment rechercher alors la sécurité au niveau du design des personnages. On a vu évidemment, le plus flagrant, ça a été quand on a découvert une image de Kale, la Saiyenne de l'univers 6, alors même que Broly n'avait pas été annoncé.
on nous a servi un ersatz de Broly, une femelle Saiyan, va-t-on dire, avec un design quasi identique, avec des plans quasi identiques, une puissance également, une surpuissance incroyable. Et puis, bon, c'est difficile à dire. Est-ce que le personnage de Broly a été inventé en même temps, l'idée du film en même temps? C'est ce que certaines rumeurs disent, à voir. En tout cas, voilà, c'était vraiment pas du fanservice subtil pour Kale, de nous resservir une sorte de Saiyan, de Broly femelle. Ça n'a pas plu à grand monde, il faut quand même bien l'avouer. Le personnage en plus n'est pas très travaillé. Dans sa forme normale, elle a vraiment un caractère qui est difficilement supportable. Enfin, moi j'aime vraiment pas du tout ce personnage. Je ne suis pas certain, et j'en suis même quasi sûr, que ce personnage vienne de Toriyama d'ailleurs. Alors évidemment, cette histoire d'univers jumeau, eh bien, c'est la porte ouverte à ce genre de délire. Cette fois, un personnage qui vient de Toriyama, c'est un ersatz de Freezer, Frost, une sorte de couleur aussi si on veut. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est l'équivalent, ni plus ni moins, de Freezer dans l'univers 6. Alors évidemment, un design rassurant, mais un personnage peu profond. Finalement, on aurait pu s'en passer largement. L'anime et le manga l'ont développé un petit peu différemment, preuve que Toriyama a écrit le strict minimum sur le sujet, et que finalement ça a été cousu par après, son background. Alors encore une fois pareil, l'univers 6 possède son équivalent de Vegeta, même si son caractère est un peu opposé, c'est un peu d'ailleurs le concept de l'univers 6 et de l'univers 7, en la personne de KB, ersatz de Vegeta et même de table. Voilà, typiquement, vous voyez à l'écran, j'ai mis des exemples. Il n'y a rien à dire. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'ajouter de mots à ce que vous voyez. Alors, lors du tournoi du pouvoir, ils ont dû s'amuser à inventer une panoplie totalement démesurée de personnages. Certains sortent un peu du lot, notamment Aniraza, qui est un ersatz de Hachiak, qui est un personnage obscur de d'OAV, bon bref, Aniraza qui a exactement la même forme que Hachiak, avec des couleurs alternatives. Donc là, encore une fois, pas grand chose à dire, parce que le personnage était absolument pas intéressant. Mais voilà, typiquement, espèce de fanservice au niveau du design du personnage, mais bon, ça n'a pas marqué les esprits, ça c'est sûr et certain. Preuve quand même qu'au bout d'un moment, le concept a atteint ses limites, quoi. L'univers 6 a son peuple Saiyan, l'univers 6 a également son Senamek. Bon, c'est logique. En la personne de Pirina et Saonel qui apparaissent dans l'arc du tournoi du pouvoir. L'idée dans l'anime, c'est que ces deux personnages ont à emmagasiner, si vous voulez, tout leur peuple, donc ils sont surpuissants. Sont vraiment les représentants et les sauveurs de leur peuple. Ils se font éjecter par Gohan et Piccolo, si je me souviens bien. Dans le manga, par contre, c'est pas du tout la même, ils n'ont pas du tout le même background. Ils se font littéralement one-shot par Kale, donc on n'en entend pas parler. Voilà, donc zéro background pour ces personnages. Par contre, cette idée-là qui apparaît dans l'anime, eh bien, Toyotaro décide de la réutiliser dans l'arc Moro, et c'est pas une mauvaise idée d'ailleurs. Mais voilà, des personnages au background quasi nul. Par contre, au niveau du design, si vous regardez bien Saonel, eh bien, il y a une grande influence par rapport à Slug, le méchant d'un film, de Dragon Ball Z. On a des gants, on a le personnage qui est basé, il y a quelques détails dans le design du vêtement également, qui rappelle, plus que rappelé d'ailleurs, qui est copié sur Slug. Donc c'est plus qu'un clin d'œil. Voilà, je voulais faire le parallèle pour que vous vous rendiez bien compte de là où les designers, les graphistes, parce que c'est pas un personnage de Toriyama ni de Toyotaro, sont allés chercher les idées. Alors ce n'est pas le seul personnage qui a été traité de la même manière. Dans l'arc du pouvoir, ce sont Toriyama, ça a été annoncé officiellement, ce sont Toriyama et Toyotaro qui sont occupés du design des Akaishin, des dieux de la destruction. Il y a certains personnages qui ont été créés par les deux, Toriyama et Toyotaro, certains par Toyotaro et certains par Toriyama. C'est le cas de Mosco qui a été designé par Toyotaro. Et c'est clairement un ersatz, là j'écris un ersatz de Lou des BGT. En fait, il a vraiment repris, c'est assez marrant, des morceaux de design du personnage, les couleurs, etc., pour en faire un Akaishin robot, entre guillemets. Et puis si vous regardez bien, le fameux
Akaishin eh bien, ressemble également à Robo de Chrono Trigger. En tout cas, on y voit vraiment des influences. C'est évident que Toyotaro avait ces deux personnages sous les yeux lorsqu'il a créé ce Akaishin. Alors on revient au cœur du sujet du fanservice avec le personnage de Goku Black. Alors c'est un archétype assez courant dans les jeux vidéo, les mangas et autres, c'est de prendre le héros et d'en faire un personnage, une copie méchante du héros. On y a déjà eu droit dans Dragon Ball, c'était dans le film avec Thalès, Tuleche, qui était un personnage, un Saiyan qui venait de nulle part et qui avait le même physique que Goku. C'était complètement aléatoire, pas totalement justifié du tout même. Mais voilà, c'était badass à l'époque d'avoir un Goku, un Dark, on va pas l'appeler Black, mais Dark. Dans le canon de l'histoire, on a quand même eu droit à Ginyu qui s'empare littéralement du corps de Goku. Et donc on avait un Goku méchant, et Gohan se retrouve d'ailleurs face à son père et se fait tabasser, donc voilà, c'était très intéressant. Le concept, on le reprend et on le resserre à une autre sauce, c'était Goku Black. Heureusement, ça a été bien fait avec un très bon background et un très bon arc finalement. Mais voilà, Goku Black c'est pas une grosse surprise finalement, c'est un personnage, un archétype qu'on a vu et qu'on revoit souvent. Et heureusement, quelques petites subtilités comme le pouvoir divin qui fait qu'il avait les cheveux roses, etc. Donc le personnage était très typé, très travaillé, et c'est d'ailleurs, on le doit à Toriyama lui-même. Peut-être d'ailleurs son coup de maître au niveau du fanservice. Jusqu'ici, Toriyama n'est pas fan de fanservice, il ne veut pas vraiment offrir au public ce qu'il veut, mais il a quand même de très bonnes idées. Et Goku Black en était une. Alors l'arc Moro qui est actuellement en pré-publication dans le V-Jump et qui n'est pas fini pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se terminer, est peut-être actuellement le moins fanservice. C'est peut-être l'arc le plus original, entre guillemets, qui joue le moins sur la corde sensible des vieux fans, avec quelque chose d'un peu plus frais et d'un peu plus nouveau, même si on nous resserre Namek et quelques détails rassurants. Ça reste quand même original, surtout pour le méchant. On n'a jamais vu un personnage pareil, avec en tout cas ce design. Par contre, l'archétype du vieux méchant qui veut récupérer les Dragon Ball pour récupérer ses pouvoirs et sa jeunesse, eh bien, ça on le connaissait avec Piccolo. Donc on peut quand même comparer vraiment l'écriture du personnage et le background de Piccolo, Daimao, et de Moro. Là on est rassuré, d'ailleurs je vous mets des images où vraiment le début de l'arc est quasi copié-collé, puisque Moro doit faire le travail non pas seul, mais avec un soldat de l'armée de Freezer. Et bien, Piccolo Daimao s'était servi un petit peu de Pilaf et de ses sbires pour arriver à ses fins. Et donc là, vraiment, c'est le même schéma, ni plus ni moins. Donc, encore une fois, c'est quand même un moyen de rassurer, de remettre dans un contexte rassurant le public. C'est pas original, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça que fonctionne Dragon Ball Super depuis le début. Alors, on va finir ce chapitre de la vidéo avec l'arc, si vous voulez, l'arc Fillers de Dragon Ball Super, l'arc Pot-au-Feu, où on avait un ersatz, on avait Copy Vegeta qui était un ersatz de Baby Vegeta. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que finalement, Vegeta dans Dragon Ball GT se fait parasiter littéralement par Baby. Là où Vegeta se fait parasiter par je ne sais plus quelle drôle de bestiole dans l'arc Fillers, Pot-au-Feu. Alors si la référence ne vous paraît pas suffisamment claire, n'oubliez pas que pour ne pas disparaître, Vegeta est obligé de téter une espèce de tétine de bébé. Alors là, pour moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à Baby Vegeta. Donc voilà, le clin d'œil est gigantesque, c'est littéralement un arc entier de Dragon Ball GT qui est pré-mâché en 3 épisodes je crois, dans un chapitre, dans un arc fillers de Dragon Ball Super. Voilà, c'était pas très sérieux, c'est pas terrible, c'était pas mémorable, mais il y a énormément, si vous regardez, de clins d'œil par rapport à Dragon Ball GT dans les fillers de Dragon Ball Super. Alors bon, après tout ça, vous allez me dire, ouais, ok, bon, tu considères que Dragon Ball Super, ça n'est que du fanservice, et que ça doit son succès ne
se doit qu'à son fanservice. Non, c'est pas du tout ce que je pense, je trouve juste que c'est flagrant, et que ça fait effectivement son succès, mais qu'à côté de ça, on a vraiment eu droit à des bonnes choses. Bon, premièrement, le premier arc, qui n'est autre que le film Battle of Gods, c'est original, c'est typiquement Toriyama. D'ailleurs, voilà, beaucoup de gens adorent Battle of Gods, le film en tout cas, parce que c'est plein d'idées, ça a été vraiment purement et simplement écrit par Toriyama, et même dans les dialogues, les gags, etc., c'est plein d'idées typiques de Dragon Ball, avec vraiment une belle originalité, des nouveaux personnages, Beerus et Whis, qui sont vraiment des personnages typiquement Dragon Ball. Donc voilà, ça c'était vraiment une suite qui était tout à fait digne et originale. Bon, après on introduit, pour que ça marche, du fanservice petit à petit et de plus en plus. Les idées originales, Black pour moi et Zamasu, c'était des personnages qui étaient vraiment très intéressants, très bien écrits. On a Moro actuellement, qui est un arc également très original, qui n'est pas forcément, qui ne s'appuie pas forcément que sur du fanservice. Donc voilà, de l'originalité, ça y en a à ce niveau-là. Dans les transformations, l'Ultra Instinct a été très apprécié parce que il y a de la recherche, il y a une bonne idée derrière, c'est pas juste une couleur de cheveux, c'est pas juste un pouvoir un Super Saiyan 4, 5, 6, 7, 8, il y a vraiment une idée là derrière. Également les femmes Saiyans de l'univers 6, c'est également une idée sympa parce que voilà, plutôt que de nous resservir des personnages très proches de ce qu'on connaissait des Saiyans, eh bien, ils ont pris le contre-pied avec un beau design d'ailleurs de Caulifla par Toriyama. Moi j'apprécie le personnage de Caulifla, Kale beaucoup moins, je pense qu'il a été imposé clairement par la Dragon Room pour avoir un ersatz de Broly, mais voilà, l'idée derrière était pas mauvaise. Tous les Hakaishin, les univers, etc., ça va être développé, ça va permettre vraiment d'ouvrir le monde de Dragon Ball pour nous écrire des histoires à l'infini, hein, c'est assez évident. Donc est-ce que l'idée est bonne? Je n'en sais rien, on le verra plus tard, mais en tout cas c'est louable. Et puis Dragon Ball Super est criblé de personnages typiques de Toriyama, comme par exemple les Zeno, qui c'est censé être le personnage le plus surpuissant de toute la création, et il a une tête de clown de merde. Ouais, moi ça me fait rire parce que je connais Toriyama depuis les années 80. Donc voilà, pour moi c'est typique de Toriyama, et c'est ça qui fait que Dragon Ball Super reste légitime quand même, hein, et il n'est pas juste une surenchère de fanservice. Et puis il y a les tentatives louables également d'intégrer des personnages qu'on n'avait pas vus en animé jusque-là, comme Jaco par exemple. Plusieurs fois Jaco revient, donc c'est pas du fanservice Jaco, pour moi c'est vraiment aller chercher, mêler tout ce que Toriyama a pu créer dans une seule et même histoire, et donc tout ça fonctionne bien, et c'est ce qui fait que j'apprécie finalement, de tout ce qu'on a pu voir, j'apprécie de manière globale Dragon Ball Super. Alors abordons maintenant la dernière partie de cette vidéo. Eh bien, c'est de se dire que il y a eu du fanservice dans Dragon Ball Super, de plus en plus de fanservice, et que si suite il y a et suite il y aura, combien de fois je vous le dirai, c'est une évidence absolue par rapport à tout le pognon que la Dragon Room, la Toei et les ayants droit récupèrent par rapport à Dragon Ball Super, qui est vraiment la licence de manga numéro 1 de très loin dans le monde entier, hein. Les chiffres sont tombés dernièrement et c'était très impressionnant, et ça continue à l'être. Eh bien, c'est de se dire que du fanservice on va encore en avoir. Alors soyons un petit peu objectifs, qu'est-ce qui pourrait encore nous tomber sur la tronche avec tout ce qu'on a déjà, vous voyez, ça fait 40 minutes que je parle, on a l'impression que tout y est déjà passé, et pourtant non, il reste encore pas mal de petites choses, et je vais vite les citer, et puis vous me direz dans les commentaires ce qui vous hype, ce que vous aimeriez bien voir canonisé, ou ce que vous aimeriez voir réapparaître dans Dragon Ball, qu'est-ce qui vous hyperait encore, qu'est-ce qui ferait que vous alliez encore mettre la main à la poche pour voir du Dragon Ball Super qui recycle en fait du Dragon Ball Z ou du Dragon Ball. Alors on commence par Cell, qui est un grand méchant emblématique qui pourtant n'a pas été mentionné dans Dragon Ball Super jusqu'ici. Ça paraît forcé, mais bon, tout ce que je vous ai cité auparavant était forcé pour la plupart. Et donc, pourquoi pas Cell? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Imaginons, je ne sais pas, dans un petit chapitre bonus que Toyotaro a dessiné, on voit qu'en fait, sur l'île de C-17, il y a encore les petits
les petits Cell Junior qui ont survécu. Alors imaginez que ces Cell Junior, l'un des Cell Junior essaye, je sais pas moi, de rassembler Dragon Ball, de ressusciter Cell, son père, et puis de s'entraîner avec lui, et puis ensuite ils font avec ses petits copains, avec ses frères, le rituel du Super Saiyan God. Cell devient rouge, et puis il utilise le pouvoir, ses cellules de Freezer, et en s'entraînant il devient Golden, donc il devient Golden God Cell, et puis ensuite il a son pouvoir de Super Saiyan Blue. Enfin bon, je pète une case, mais vous voyez le concept. L'avantage de Cell, c'est qu'il a des cellules de personnages qui ont continué à évoluer dans Dragon Ball Super, c'est-à-dire Goku, Freezer, etc. Et donc, fort logiquement, on pourrait imaginer que si ce personnage ressuscite et qu'il s'entraîne, eh bien, il pourrait devenir hyper puissant en cumulant les pouvoirs de tous les personnages qui le composent. Donc voilà, c'est ça l'idée. Si Cell revient, et Cell pourrait revenir, eh bien, on pourrait avoir par exemple un film, la résurrection de Cell. Voilà, je vous fais peur, hein, là, mais il faut pas croire que ça puisse pas arriver. Je vais pas continuer avec Cell, je pense que vous avez déjà fait une bonne idée, une bonne frayeur. Eh bien non, peut-être qu'en secret, eh bien, ça vous fait un petit peu fantasmer cette histoire de Cell. Alors les petits Saiyans, Goku, Broly, Vegeta, les petits Raditz Junior, etc., qui sont apparus dans le film Dragon Ball Super Broly, eh bien, ils sont apparus vraiment pas très longtemps. Dans le script de Toriyama original, le film devait faire 3 heures, donc on sait que, par exemple, on devait voir le petit Raditz se battre contre Nappa, etc. Il y avait des petites choses prévues dans le scénario pour ces personnages, malheureusement on ne les a pas vus, c'est triste. Moi je pense que franchement que vu la réaction des gens autour de ces personnages, qui sont tout kawaii, tout mignons, eh bien voilà, les gens ont vraiment bien apprécié ces petits persos. Moi j'adore. Je trouve personnellement qu'on devrait les revoir également d'une certaine manière en nous faisant... Enfin, vous voyez, la Toei va vous faire des fillers parce qu'il faut que la série soit longue. Bah, pourquoi pas faire au lieu d'inventer des histoires à la con, hein, sorry, mais c'est un peu le cas parfois. Pourquoi ne pas nous conter en fait ce qui s'est passé avec tous ces petits Saiyans, chacun de leur côté? Ça serait très intéressant, évidemment, vous en conviendrez. Alors Dragon Ball GT était parti d'une grosse idée de fanservice, c'était de faire revivre les aventures de Goku Kid au public, et donc de le rajeunir. Eh bien, on n'est pas obligé de passer par cette extrémité, on pourrait avoir effectivement encore des fillers ou des flashbacks avec Kid Goku. On pourrait le voir... je sais pas moi, être entraîné par son grand-père, ce genre de choses. Enfin, il y a des scénarios qui peuvent réapparaître, ne serait-ce que pour nous montrer un petit peu plus de l'histoire qui se passe avant le début de Dragon Ball. Alors il y a du fanservice à faire, et qui est flagrant, et qui pourtant n'a pas encore été honoré, eh bien c'est en fait de revoir Goten et Trunks, un petit peu dans l'action, un petit peu dans le scénario, un peu dans l'histoire. Il y a une demande, on en entend tout le temps parler, les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont oubliés. Donc là, il y a quelque chose à faire. Hein, si vous voulez faire plaisir à certains, eh bien, c'est de ressortir ces personnages avant qu'ils ne grandissent définitivement, parce qu'il est peut-être temps qu'ils grandissent. Là, il y a un petit bug dans la matrice, effectivement, par rapport à leur taille et leur design. Avant que ça n'arrive, on peut les utiliser. En tout cas, ça me paraît indispensable, parce qu'il y a vraiment une demande pour ces deux personnages. Alors vous allez peut-être me dire que je vais un peu loin, mais je vais rechercher un personnage comme Gohan du futur, Mirai Gohan. Pourquoi ? Parce que finalement c'est le seul Gohan qui potentiellement est encore capable de se battre et de nous montrer du spectaculaire, parce que le Gohan qu'on connaît maintenant va de plus en plus tourner vers un intellectuel comme Toriyama voulait le faire devenir. Donc, je sais pas, on pourrait raconter encore une histoire du futur, quelque chose, je sais pas, un flashback ou que sais-je, hein, c'est pas obligé d'être un arc entier ou un film entier, hein, mais ce personnage couplé à Trunks du futur, il y a peut-être encore des petites choses à nous raconter à propos de lui et le faire revenir, histoire de le voir combattre avec férocité, et puis c'était un personnage qui était assez charismatique, et il y a beaucoup de gens qui apprécient Mirai Gohan. Alors là, on atteint un peu la voie sans issue. La voie sans issue, c'est qui ? C'est Oob. Oob, c'est un checkpoint. C'est un passage obligé s'ils veulent continuer vraiment Dragon Ball Super et l'histoire de Dragon Ball plus en avant. Ce sera un passage obligé. Est-ce qu'on y aura droit ? Est-ce qu'on n'y aura pas droit ? En tout cas, ce sera du fanservice d'une certaine manière parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a vraiment des gens qui veulent voir ce passage, et même le Goku qui s'y rapproche. Et donc, je vais citer également Boo Pur qui est, Oob, qui est la réincarnation de ce personnage. Donc, il a ce personnage en lui. On peut imaginer que Oob
aurait cette espèce d'aura maléfique. D'une certaine manière, il a ce personnage en lui qui pourrait ressortir à tout moment, qui devrait maîtriser, contrôler. C'est quelque chose qu'on a vu 1000 fois dans les mangas, mais bon, ça risque d'arriver en tout cas. Et donc on pourrait effectivement nous ressortir, entre guillemets, en fanservice, Boo pur, d'une manière ou d'une autre. Alors abordons maintenant les personnages de films qui n'ont pas été canonisés. Ça a été le cas uniquement pour Broly jusqu'ici, si je ne m'abuse, mais enfin, on a quand même 3 personnages qui sortent un peu du lot. Il y a Cooler, évidemment, il y a moyen de faire des histoires sur Cooler. Moi, je dis pas que tout ça, tout ce que je cite, je dis pas que j'ai envie que ça arrive. Je dis juste que c'est tout à fait probable et possible. Cooler, pourquoi pas, même si j'estime personnellement que Freezer n'a pas l'intention de collaborer avec son frère, vu qu'il ne veut même pas ressusciter son père. Mais pourquoi pas, ça pourrait être un ennemi envers Freezer, enfin que sais-je. Cooler, Janemba. Janemba, c'est un personnage sans profondeur, sans background, en fait, c'est juste un démon. Et donc, tu peux l'intégrer dans n'importe quelle histoire, finalement. Donc, Janemba, pourquoi pas, il pourrait être canonisé avec ce design, c'est pas mal, il est assez joli. Bref, on a Bojack, qui est un pirate de l'espace. On peut avoir un fillers avec un pirate de l'espace. Et dans ce cas, réécrire l'histoire de Bojack et de ses sbires, ou pas. Donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement. Ils étaient très bien là où ils étaient, ils avaient un beau design, mais on peut l'imaginer, pourquoi pas. Alors l'un des seuls personnages de film qui soit en fait, qui a été créé pour les films et qui soit un nouveau personnage bon, un nouveau gentil si vous voulez, eh bien c'est Tapion et son frère Minosia. Un personnage qui a été designé, comme beaucoup, par Toriyama, avec vraiment un beau design, un personnage intéressant, profond. Et ce qui est bien, c'est que ce personnage, en fait, vient donner du relief au background de Trunks, du petit kid Trunks. Et donc, je trouve vraiment que ce serait un des personnages qui mérite le plus d'être canonisé. Non pas un méchant, mais un gentil, un nouveau personnage qui vient vraiment devient pote avec Trunks pour avoir Goten, etc. Enfin, voilà, on en revient à ce qu'on disait juste avant, Goten et Trunks devraient à un moment donné revenir sur le devant de la scène, juste pour le fanservice. Eh bien, on pourrait, pour le fanservice ultime, y ajouter Tapion, un personnage bien dark, bien sympa, bien cool. Bon, je vous avais dit qu'on y reviendrait, je vais pas m'attarder là-dessus, mais le Super Saiyan 4, en fait, on le sait, je vous l'ai dit avant, il va y avoir des nouvelles transformations, puisque chaque arc, chaque film, tout ce qui sort va systématiquement intégrer une nouvelle fusion, une nouvelle transformation, que sais-je, une nouvelle évolution. Le Super Saiyan 4, pourquoi pas? En fait, on peut imaginer que via Broly, en fait, Goku et Vegeta ont choisi la voie du ki divin, donc on peut pas vraiment imaginer qu'ils aillent à nouveau dans leur potentiel bestial de Saiyan. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça moi je le vois, et c'est pas comme ça qu'on le comprend. Par contre, en introduisant un nouveau Saiyan, et pas un seul, parce qu'il y a Broly, mais il y a également les Saiyans de l'univers 6, on peut effectivement imaginer que on puisse appliquer, si vous voulez, le concept du Super Saiyan 4 sur Broly, mais en l'assumant à fond. Donc vraiment avec une nouvelle transformation complètement assumée. Ce serait pour moi la seule manière plausible et logique et légitime en fait de canoniser le Super Saiyan 4, ce serait d'utiliser ce bon vieux Broly. Et puis après, pourquoi pas Goku et Vegeta qui s'en inspirent, qui maîtrisent différemment. Bon, bref, on peut aller très loin là-dedans, mais c'est un coup, en tout cas, je ne serais pas surpris, malheureusement, que cette transformation soit finalement un jour canon. Bon, en même temps, tout ça ne me dérange pas si c'est bien fait, comme Broly qui a été finalement assez bien intégré au canon de l'histoire de Dragon Ball. Donc voilà, je cite Broly, évidemment, je cite le Super Saiyan 4. On n'oublie pas l'univers 6 et ses Saiyans. Il existe encore une planète Vegeta, enfin, c'est pas la planète Vegeta, c'est la planète Salada, mais on sait qu'il y a une promesse qui est faite de Vegeta à Kabe de visiter son univers. Et donc ça c'est du fanservice de Dragon Ball Super pour Dragon Ball Super, on en est là, on pourrait vraiment, en fait pas que du fanservice de Dragon Ball Z de l'époque, ça peut être vraiment des choses que les gens attendent, qui a été annoncé dans Dragon Ball Super, au début de Dragon Ball Super, et qui voudraient le voir arriver dans la suite de l'histoire. Et bien typiquement cette visite et cette découverte de la planète des Saiyans de l'univers 6, eh bien ça ferait frémir, il y a une grosse attente, c'est sûr, on l'entend assez souvent et c'est une idée qui revient régulièrement chez les fans. Alors ça fait longtemps qu'on n'en a plus vu en fait le singe géant, le Ozaru. Donc c'est quelque chose qui pourrait revenir d'une manière ou d'une autre dans l'histoire, dans un flashback ou que sais-je, revoir les Saiyans se battre en fait dans cette forme. Par exemple Bardock, si on nous conte à nouveau l'histoire de Bardock dans l'anime, eh bien on pourrait le voir se transformer
attaquer des planètes dans cette forme, par exemple, hein, ou le père de Vegeta, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut être réutilisé d'une manière ou d'une autre, puisqu'on ne l'a plus vu depuis longtemps, et puis que c'est une forme que les gens aiment, qui veulent peut-être voir encore plus. Alors une technique de Goku qui est légendaire, puisque c'est comme ça qu'il a tué Piccolo à la fin de Dragon Ball, c'est le Dragon Punch, qui n'a pas été réutilisé depuis longtemps, sauf dans les films, on l'a vu par exemple en Super Saiyan 3, pardon, et même en Super Saiyan 4, hein. On le voit utiliser cette technique, d'ailleurs avec un dragon doré là dans le fond, voilà, c'est super classe, mais elle n'est pas canon, cette technique avec le dragon, donc on pourrait la canoniser, on pourrait la voir enfin, on pourrait voir Goku l'utiliser enfin face à n'importe quel ennemi. C'est une idée à la con, mais pourquoi pas, je veux dire, voilà, on a revu le Genki-Dama, le Kaioken, etc. Pourquoi pas le Dragon Punch? Alors ça c'est mon petit délire personnel, Nekomajin. Nekomajin c'est un manga parodique de Dragon Ball dessiné par Toriyama lui-même, c'est sorti chez Glénat, vous pouvez le lire si vous ne l'avez jamais fait, c'est super marrant, c'est désopilant, c'est typiquement Toriyama, et c'est un de mes mangas one-shot préférés. Ça reprend plein de situations drôles. Nekomajin qui est un chat surpuissant, et en fait on apprend à la fin, que c'est assez intéressant d'ailleurs, que en fait son maître c'était autre que Goku, et qu'il entraînait à la fois Oob, mais également Nekomajin. On ne sait pas comment, pourquoi, mais c'est comme ça, c'est son élève, et donc c'est pour ça qu'il est si puissant. Donc Oob et Nekomajin se sont côtoyés, ça c'est une vision qui à un moment donné est apparue quand même dans la tête de Toriyama, donc on peut s'imaginer que, voilà, pourquoi pas, il pourrait décider qu'en fait Nekomajin c'est un personnage typique à intégrer au canon de Dragon Ball Super, et ça me ferait beaucoup rire parce que c'est un personnage extrêmement drôle. Bon, on redevient sérieux 2 minutes, je l'ai déjà dit plein de fois, mais voilà, j'aimerais vraiment savoir, j'espère vraiment qu'en série TV on aura droit, et je l'ai déjà souvent dit si vous me suivez sur Twitter, ou ma dernière vidéo d'1 heure, hein, ça devient une habitude, eh bien ce serait quand même de nous expliquer clairement ce qui s'est passé avec Bardock, sa rébellion, ce qui s'est passé avec les Saiyans et tout ça. Bon allez quoi, sérieusement, faites-nous un fillers là-dessus, c'est du fanservice mais avec un grand F quoi, donc... Pour moi, c'est indispensable. S'ils ne sont pas trop cons, on doit revoir quand même plus précisément le flashback de Dragon Ball Super Broly en animé, avec beaucoup plus de détails dans l'histoire, et la fameuse rébellion canon de Bardock. Je ne le dis plus. Merde. Oh, mais qui sont ces personnages en nombre chinois, ce qu'on voit? Eh bien, en fait, c'est simplement pour rebondir sur le fait que Yamoshi, vous le savez, Toriyama nous en a parlé dans une interview, mais le mot Yamoshi n'est pas canon. Pourquoi? Parce qu'il n'apparaît jamais dans le manga, jamais dans l'animé. Par contre, ce qui est canon, vous en conviendrez, c'est qu'il a existé un premier Super Saiyan God, un gars qui a créé le rituel, même un premier Super Saiyan. Ce personnage, c'est d'après Toriyama Yamoshi. Là, désolé, mais il y a une légende à écrire. Comme dirait le chef otaku, ça s'écrit tout seul. Il y a vraiment de quoi nous raconter, créer un nouveau personnage bien badass. Son esprit reste avec nous, comme dirait Ariane. Ça, c'est ce que Toriyama nous dit. Donc, dans sa tête, c'est comme ça. L'esprit de Yamoshi existe encore quelque part. Donc voilà, il y a matière là. Il y a quelque chose à nous faire. Faites-nous un filler, faites-nous un film, faites-nous un arc, j'en sais rien. Mais parlez-nous un jour du premier Super Saiyan God, par pitié. Bon, tout dernier fanservice ultime à vous soumettre avant de vous lâcher la grappe définitivement. Eh bien... c'est pas mal, je trouve. L'Ultra Instinct n'apparaît que durant quelques minutes dans Dragon Ball Super. Et pourtant, c'est devenu déjà une transformation légendaire. Ils ont vendu des milliards de figurines sur le sujet. Donc, c'est un personnage qui a vraiment... Enfin, c'est une transformation qui a vraiment tapé, quoi, qui a vraiment fonctionné. Et pourtant, on l'a vu très peu. Donc là, je dis bravo, je dis bien joué. D'autant plus que Goku, quand il est questionné par Vegeta, il dit bah non, je suis pas prêt de le ressortir parce que je sais pas du tout comment j'ai fait. C'était très instinctif, hein, c'est le cas de le dire. Donc on n'est pas prêt de la revoir directement. Et c'est du fanservice. Le jour où ça revient, bah là, tout le monde lève les bras au ciel. Youpi, super, génial. C'est pareil pour Broly. Broly a été intégré, ils en ont fait un film. Il est là maintenant. Il est là et il a tout le potentiel, toute la vie devant lui, c'est magnifique. Et donc le jour où il reviendra, où on verra, vous imaginez le premier plan qu'on va revoir de Broly, pareil, ça va être la fête. Donc voilà, ça c'est bien vu, c'est du fanservice qui est latent. Il est là, il va arriver, mais on ne sait pas quand ça va arriver. Et donc ça c'est bon, c'est bien, et c'est bien joué de leur part pour une fois.
Voilà, on en arrive enfin à la conclusion de cette vidéo. Est-ce que trop de fanservice tue le fanservice? Eh bien, pour Dragon Ball Super, non, c'est mon avis. Dragon Ball Super n'aurait pas pu vivre, n'aurait pas pu fonctionner, n'aurait pas pu rapporter autant d'argent, n'aurait pas pu continuer, car ça va continuer, si il n'avait pas été criblé, littéralement, de fanservice. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Dragon Ball Super, qu'on soit un vieux fan de la première heure ou un nouveau fan de Dragon Ball, il faut bien se rendre compte que le contexte a énormément changé entre maintenant et l'anime est fini depuis 20 ans. Et donc du coup ça n'aurait pas pu continuer avec le même schéma que l'époque de la nouveauté. Non, il fallait absolument, et c'est ce qu'ils ont fait, utiliser le fanservice pour vraiment élargir le spectre des amateurs de Dragon Ball Super. Donc force est de constater qu'en 2019, eh bien, c'était le bon chemin à prendre, à emprunter. Ils ont fait les choses comme il fallait. En tout cas, du point de vue marketing financier, c'est une véritable réussite. C'est une des franchises qui rapporte le plus. Donc, on ne peut pas vraiment les blâmer de ce côté-là. Maintenant, que certains fans ne puissent pas accepter la tangente qu'a pris leur franchise préférée, eh bien, j'ai envie de dire, tant pis, ça évoluera sans vous, et je peux tout à fait le comprendre. Voilà, cette fois la vidéo est terminée. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mode de vous imposer des vidéos d'1 heure? Pour ma part, je n'en sais rien, j'ai beaucoup à dire. Si vous avez apprécié, un petit pouce bleu évidemment, et puis abonnez-vous, utilisez la petite clochette pour ne rien rater, parce que évidemment je n'ai pas le temps de sortir énormément de vidéos, donc si vous voulez pas les rater, eh bien c'est le seul moyen. Je vous remercie de tout cœur, et je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Salut à tous!